Permettez-moi tout d'abord de vous dire juste un petit mot sur le fait que soyez indulgents au moins au démarrage. Je suis en fait très ému d'être là face à vous parce que, ayant été un élève dans ces murs, je retrouve là d'anciens professeurs et j'ai l'impression vraiment que... Enfin voilà, ça fait bizarre. Vous verrez plus tard, mais je vous assure que ça fait bizarre parce que tout ça me semble pas si lointain et en même temps, c'est vrai que pour venir ici, j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais vous dire et manifestement et objectivement, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc c'est de ça dont je vais essayer de vous parler en vous disant en préalable tout de suite que j'ai prévu de parler un petit peu parce que François Collodier m'avait demandé que ça prenne cette forme-là. Mais assez vite, je pense que je vais me taire parce que je ne suis pas forcément très à l'aise dans la parole quand elle concerne le geste que j'essaie d'avoir, c'est-à-dire l'écriture. C'est difficile pour moi d'être objectif sur ce que je fais, d'avoir le recul. Je travaille. Je travaille beaucoup, tout le temps, et avoir ce regard-là un peu distant sur ce que je fais, sur ce que j'ai fait, tout ça est un exercice un peu étrange. Donc si au bout d'un moment j'ai plus rien à dire, ne vous inquiétez pas, je réponds très 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 volontiers aux questions, et je pense que si ça peut prendre la forme à un moment donné d'un dialogue avec vous, ce sera très bien, voire même mieux. Donc voilà, mais je vais quand même vous dire quelques petites choses sur cette idée, d'une part de pourquoi écrire, même si c'est une question extrêmement difficile et vaste, et aussi peut-être de vocation. On avait parlé de ça avec François Collodier, et c'est vrai que à partir du moment où on parle de métier artistique, on a tout de suite en tête cette idée de vocation. Est-ce qu'il a toujours su qu'il allait faire ça? Quand est-ce qu'il a su qu'il allait faire ça, là, en parlant d'un peintre, d'un écrivain? Alors moi je voulais juste reprendre avec vous quelques petites dates pour vous montrer comment ça s'est fait dans mon cas, qui n'a jamais qu'un cas parmi tant d'autres. Mais la première chose dont je me souviens avec force, c'est une date, c'est une année qui a été une belle année, je peux dire ça maintenant, c'est 1988 et j'avais 16 ans. Et c'est cette année-là que j'ai vu coup sur coup 2 spectacles qui m'ont profondément marqué. D'une part Écube, mise en scène par Sobel, le metteur en scène Sobel, c'était à Gennevilliers, et le rôle titre était joué par Maria Cazares. Et je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'était Madame Mollet qui nous avait emmené voir ce spectacle, donc qui est une ancienne professeure d'ici. Elle est ancienne maintenant, c'est ça, elle est partie. Et donc voilà, c'était dans le cadre je faisais du grec à l'époque, et donc elle nous avait emmené voir ça. Et je l'ai vu, je crois, 2 ou 3 fois, le spectacle, parce qu'après j'y suis retourné tout seul. Le choc face à Maria Cazares, qui était une immense, immense actrice, que vous pouvez peut-être encore voir au cinéma maintenant. Elle est morte, bien sûr, mais ça ne donnera pas la puissance de la charge qu'elle avait au théâtre. C'était une grande tragédienne qui avait travaillé avec Villard et tout ça, et de la voir dans ce rôle-là, ça m'avait bouleversé parce que tout d'un coup, je m'étais dit, mais c'est incroyable, elle jouait merveilleusement bien, et dans Écube, à un certain moment, elle se mettait comme ça, elle pleurait, elle reniflait, elle bavait, et je m'étais dit, j'avais un mélange de dégoût pour cette chose-là, mais comment peut-elle faire ça alors qu'on la regarde, et en même temps de fascination parce qu'elle nous emmenait justement jusque-là, dans cette espèce de crudité du corps qui n'a plus rien à faire du regard qu'on peut avoir sur lui et qui est juste dans sa chose, en l'occurrence dans la tragédie. Donc il y a Cazares cette année-là, et la même année, l'été 1988, c'est aussi la date à laquelle j'ai vu le Hamlet mis en scène par Chéreau à Avignon, parce que mes parents avaient eu la très bonne idée de m'emmener au Festival d'Avignon. Et là aussi, ça a été un grand choc, c'est-à-dire que l'ampleur du dispositif, le spectre du père était représenté par un cavalier en armure qui arrivait sur le plateau, c'était absolument soufflant. Tout ça m'a laissé vraiment, au sens propre du terme, bouche bée. Alors je ne savais pas très bien ce que j'allais faire avec cet état de fascination un peu imbécile. Simplement, j'avais constaté pour la première fois que ça me plaisait beaucoup, 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 et que en fait, j'avais envie de ça. Simplement, comme j'étais un garçon assez timide et empêtré avec un certain nombre de choses, probablement comme tout le monde, comme vous, comme d'autres, il a tout de suite été absolument inimaginable pour moi
de pousser la porte d'un cours de théâtre ou de m'exposer de cette manière-là. C'était sûr que je pouvais pas. J'avais pas la force. J'avais trop peur, en fait. Et en même temps, il s'était passé quelque chose qui me disait qu'au théâtre, il y avait quelque chose qui m'appelait, ce serait prétentieux, mais dont j'avais envie, tout en ayant extrêmement peur. Et cette espèce de tension entre la peur et l'envie, elle a fait son chemin, et au bout d'un moment, assez longtemps après, hein, c'est pas en 88 que je me suis dit ça, mais longtemps après, je pense que j'ai vu l'écriture comme le seul moyen pour moi de participer à cette chose-là à laquelle j'avais envie de participer. Je ne pouvais pas être acteur, je ne pouvais pas être metteur en scène même, c'était déjà trop m'exposer, trop travailler avec le groupe, toutes ces choses-là me semblaient difficiles pour moi. Alors que l'écriture, tout d'un coup, j'y ai vu une possibilité. Tout ça pour vous dire deux choses, c'est que d'abord, c'est né, dans ce qui me concerne, par le théâtre. Et ça me fait toujours rire maintenant parce que je me souviens qu'avant 88, mes parents avaient déjà décidé de m'emmener au théâtre. Ils étaient courageux et militants là-dessus. Et on avait un abonnement à la Comédie Française, donc j'ai dû aller voir un certain nombre de spectacles à la Comédie Française. Et je vous assure que j'y allais avec des semelles de plomb. Je me souviens de soirées d'ennui interminables. Je me souviens de grands fous rires aussi à la Comédie Française. Je trouvais ça tellement ridicule, ces gens qui... comme ça, lançaient les bras et faisaient traîner les voyelles. Donc c'est pour vous dire que c'est pas gagné du premier coup. Ils ont insisté, ils ont bien fait. Je pense que le théâtre fonctionne comme ça. Il y a des moments où on passe à côté des choses, beaucoup, souvent, même encore aujourd'hui. Moi, je dois dire que je vois beaucoup de spectacles. Il y en a beaucoup qui m'ennuient. Et puis il y a cette chose magique qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui vous arrête et qui vous stupéfie si vous avez de la chance. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc avec, entre autres, ces deux spectacles-là. Je voulais vous dire ça aussi, et j'en viens à la notion de vocation dont je vous parlais tout à l'heure, pour vous dire que, si tant est qu'il y ait une vocation, je crois qu'on fait toujours une erreur en se disant que pour celui qui la ressentirait, c'est sous la forme d'une force intérieure profonde et qui donne comme ça une assurance dans la vie et un regard droit sur les choses. Je crois que c'est tout le contraire. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où la vocation naît, la vocation de quelque chose, ou en tout cas, disons plutôt, plus simplement, le désir de quelque chose. Ce qui est dur, c'est que, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, et pour en avoir parlé avec quelques camarades, je crois que ça arrive à d'autres, ce qui est dur, c'est que ça ne prend pas la forme d'une belle assurance. Ça prend au contraire souvent la forme d'une faille supplémentaire. À un âge en plus où on a déjà affaire avec pas mal d'autres failles éventuelles. Donc, je n'ai pas jamais bombé le torse en me disant je vais écrire, c'est ça qui me plaît dans la vie et ça marchera. J'ai plutôt d'abord ressenti ce profond désir que j'avais, c'était un désir en me disant j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tenter de ce côté-là, mais en étant aussi paradoxalement, en même temps, arrêté par beaucoup de peur, en me disant est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si j'y arrive, est-ce que ça sera bien? Est-ce que les gens vont se moquer de moi quand je ferai lire mes textes? Et puis au-delà de ça, ça va m'emmener où? Dans la vie, comme on dit, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie avec ça? Est-ce qu'on gagne sa vie avec l'écriture? Moi, je viens d'un milieu qui... j'avais des parents qui aimaient le théâtre, qui aimaient les livres. Donc il y avait, d'une certaine manière, j'avais déjà cette aide formidable qui est que il y a toujours eu beaucoup de livres à la maison, mais c'était pas des artistes, c'était pas des gens du théâtre, c'était pas des gens de l'édition. Donc je me sentais pas du tout chez moi dans ce milieu-là et dans ces terres-là. Et l'écriture, comme métier, me semblait un vaste territoire dans lequel j'avais du mal à imaginer que je puisse trouver ma place. Donc c'est pour vous dire que si vocation il y a, encore une fois, c'est pas, je crois pas qu'on se réveille un jour en disant maintenant j'en suis sûr, c'est formidable, ça va marcher. Ou il faut être inconscient. En tout cas, moi, j'étais pas comme ça. J'ai plutôt eu très envie de ça progressivement, ce qui déjà est une chance inouïe. Hein. Je crois que c'est bien d'avoir des envies comme ça. Mais en même temps, c'était accompagné de beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de peur. Sur ma propre capacité, encore une fois. Hein. Je crois que dans l'écriture, je croise parfois des gens qui me disent « j'aimerais bien écrire » ou « j'ai un projet d'écriture ». Je crois que la première difficulté réelle, c'est de finir quelque chose, c'est d'accepter d'aller au bout de quelque chose, que ce soit un poème, une pièce de théâtre ou un roman, que ce soit un gros objet ou une petite forme.
accepter de mettre un point final à son projet, c'est déjà très difficile. Et c'est déjà accepter l'idée que on a fini quelque chose, on va pouvoir le montrer au monde extérieur et quand même, il faut quand même bien dire les choses, être jugé sur ça. Alors il y a beaucoup de stratégies d'évitement qui consistent à retarder le moment où on a fini, à multiplier les projets sans jamais en terminer aucun. Je crois que tout ça participe justement de cette difficulté qu'il y a à se dire « j'essaye ». En même temps, je ne peux que vous encourager, et je suis content, puisque, pardon, je parle de moi, mais d'avoir été justement au bout, parce que tout commence uniquement à partir du jour où on essaye. Il faut en passer par là. Alors c'est un moment d'exposition, et on n'aime pas forcément ça, mais voilà. Je reprends juste peut-être quelques éléments de biographie pour vous dire comment ça s'est fait, parce que je crois que on se demande toujours comment est-ce qu'on en arrive à être publié. Et une fois que j'ai eu cette certitude que l'écriture m'intéressait, qu'elle prenait la forme de pièces de théâtre, puisque moi les premiers textes que j'ai écrits, c'était des pièces, qui sont d'ailleurs restées dans mes tiroirs, mais j'en ai écrit une, j'en ai écrit deux, je les ai fait lire à des amis qui m'ont donné leur point de vue, et puis je les ai mis dans mes tiroirs, je les ai oubliés, je les trouvais pas bien, j'en ai recommencé une autre. Donc voilà, ça s'est pas fait non plus du premier coup. Mais justement parce que la vocation, entre guillemets, le désir était accompagné de beaucoup d'incertitudes, je crois profondément que dans ces moments-là, on a besoin d'aide. Et en même temps, moi, il était inconcevable d'en demander à qui que ce soit, j'avais pas envie, parce que l'écriture est une activité aussi solitaire, je crois que c'est profondément lié. Il y a de la solitude à tous les moments de l'écriture et c'est bien comme ça. Et il y a même plus que de la solitude, je crois que dans un premier temps, très volontiers, l'écriture a quelque chose de caché au reste du monde, surtout dans ces âges-là. Et moi, c'est comme ça que je le pratiquais. J'écrivais la nuit, ce qui est symptomatique d'une espèce de moment comme ça où on se cache presque. Et puis, j'en parlais à certaines personnes, mais à beaucoup d'autres, je n'en parlais pas. C'est-à-dire qu'il y avait ou de la honte, ou en tout cas, je voulais qu'on me laisse tranquille avec ça, donc je n'en parlais assez peu. Donc, c'est dur d'avoir de l'aide dans ces moments-là où on est soi-même finalement plutôt caché que exposé. Moi, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, je le crois sincèrement. D'abord parce que la situation familiale à la maison faisait que je me suis senti très vite à l'aise avec l'idée d'en parler à mes parents. Et donc mes parents ont été mes premiers lecteurs, enfin parmi les premiers lecteurs, avec le premier groupe de copains. Et j'ai vraiment eu besoin qu'ils lisent tous les textes. Je voulais qu'ils sachent dans quoi j'étais, je voulais qu'ils sachent avec quoi je me débattais, et ils étaient suffisamment accompagnants et bienveillants, tout simplement, pour que j'aie envie de les faire participer. Mais je sais que dans bien des cas, c'est au contraire les dernières personnes à qui on aimerait faire lire ce qu'on fait. Et c'est aussi très bien comme ça, il n'y a pas de règle. Moi, j'avais cette possibilité-là, et ils ont aidé par leur silence bienveillant. Et puis il y a eu une autre rencontre qui a eu lieu un peu plus tard avec je vais vous la faire brève parce que c'est un homme que vous ne connaissez pas, qui est mort depuis, qui s'appelait Hubert Gignoux, mais qui était pour moi quelqu'un d'extrêmement important. C'était une personne du théâtre, un ancien acteur, un ancien directeur de théâtre, qui avait dirigé pendant des années le Théâtre National de Strasbourg, qui est un théâtre un peu particulier parce que c'est un très très beau théâtre, et il a une école. Donc Hubert avait été à la tête de l'école aussi. Il a vu passer beaucoup de comédiens, il a formé beaucoup de comédiens. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 80 ans. Je lui avais envoyé un petit texte, et moi j'en avais 25, quelque chose comme ça. Je lui avais envoyé une petite enveloppe par la poste avec un texte et un petit mot. J'avais lu ou vu quelque part qu'il s'intéressait éventuellement aux écritures contemporaines, c'est lui qui a découvert et aidé Coltès, que vous connaissez peut-être, Bernard-Marie Coltès, l'auteur de théâtre. C'est Gignoux qui est le premier à repérer Coltès. Donc moi je savais ça, je l'avais lu quelque part, et je m'étais dit tiens, ben voilà quelqu'un qui peut-être est intéressé par les jeunes auteurs. Donc je lui ai envoyé tout ça j'ai trouvé son adresse dans le Bottin, comme ça, je me suis dit tiens, Gignoux à Paris, avenue Rapp, ça doit coller. Je lui ai envoyé tout ça, et du haut de ses 80 ans, alors qu'il aurait pu être à un âge où tout ça ne l'intéressait plus guère, il m'a répondu. Il a demandé à ce qu'on se rencontre, j'y suis allé en tremblant. Il était très impressionnant physiquement, c'était
un vieux monsieur mais costaud, avec gita de maïs, comme ça, toujours au bec. Et il m'a dit, j'ai pas du tout aimé votre texte, pas du tout. Il est très bien écrit, mais sur le fond de ce que ça dit, je déteste ce que ça raconte. Alors ça m'a tout de suite un peu calmé, et il avait raison, c'était un texte étrange qui partait vers quelque chose. Je ne l'avais pas écrit comme ça, mais maintenant je comprends ce qu'il a dit. Je pense qu'on pouvait l'entendre comme une espèce d'éloge de la violence, ou moi je n'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait lire, donc j'ai pris ça comme un coup sur la tête. Et il a terminé le rendez-vous en disant j'ai pas aimé, je pense pas que ce soit un texte intéressant à diffuser, à faire lire à d'autres, mais à partir de maintenant, si vous voulez m'envoyer des textes, je les lirai tous et je vous dirai ce que j'en pense. Ce qui était déjà un cadeau énorme, ce qui fait que Hubert Gignoux, très concrètement, a été la première personne qui m'a rencontré, non pas parce qu'il me connaissait comme être humain, comme personne, mais parce qu'il avait lu quelque chose de moi. Donc ça a été la première vraie rencontre suscitée par l'écriture. Et ça a duré effectivement jusqu'à sa mort, plus de 10 ans. Je lui ai envoyé tous mes textes, que ce soit du théâtre ou des romans, et à chaque fois, alors au début on avait des séances de travail, parce qu'il avait un caractère d'enfer, et donc il m'a pourri la vie en me disant ça va pas, ça c'est nul, ça c'est lamentable, ça il faut que tu refasses. Enfin, bref, on a beaucoup travaillé ensemble, et puis après j'ai continué à lui envoyer, même quand notre relation n'était plus sur ce mode-là. Mais pour vous donner une idée, Hubert a lu Le Soleil d'Escorta avant qu'il ne paraisse, donc jusqu'à tard en fait. Je pense qu'il a même lu Eldorado, il a dû mourir après Eldorado. Et d'ailleurs, ce qui est drôle pour vous dire à quel point il avait un caractère de cochon, c'est que même Le Soleil d'Escorta, il m'avait dit tu peux pas publier ça, c'est pas bien. La mort du roi de Sangor, ça allait. Cri, c'était pas publiable. Le Soleil d'Escorta non plus. Donc voilà, j'ai essayé de faire avec, j'ai appris avec lui beaucoup de choses de l'écriture, parce que sur beaucoup de points, il avait raison. Et j'ai appris contre lui à commencer à me dépatouiller avec l'avis des lecteurs. C'est-à-dire que vous prenez 10 000 lecteurs, vous avez 10 000 avis différents. Vous en prenez 5, vous avez 5 avis différents. Vous en prenez 2, vous avez 2 avis différents. Donc il y a un moment donné où ça vous renvoie simplement des questions et pas des certitudes, encore une fois. Donc il faut décider à un moment donné, il faut décider ça, il a raison, ou ça, il a tort. Donc avec Gignoux, j'ai aussi appris à me dire, il a sûrement raison, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Il a sûrement raison, mais Le Soleil d'Escorta, je vais quand même le publier. Et voilà, mais ça s'apprend, et c'est des moments intéressants, mais voilà. Je vais vous parler d'une dernière date, et puis après j'arrête avec la biographie, parce que je suis pas... Mais qui est une date importante pour moi et qui correspond un peu à ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est effectivement, à un moment donné, l'écriture, concrètement, avait pris de plus en plus de place dans ma vie. En tout cas, dans mon cœur, plus que dans ma vie. C'est-à-dire que je me rendais compte à quel point c'était la chose qui me plaisait le plus au monde. Mais je ne faisais pas que ça, parce que je ne pouvais pas du tout en vivre. Il y a quelques textes de théâtre qui avaient été publiés, mais alors ça, voilà, c'était très très confiné à un petit milieu. J'étais très fier, mais ça ne me permettait pas du tout d'en vivre. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut essayer de ne faire que ça, quitte à ne pas le faire longtemps, mais parce que je m'étais dit, j'ai envie de voir ce que ça fait que de mettre l'écriture au centre de ma vie, d'un point de vue concret et d'un point de vue de l'emploi du temps. C'est-à-dire que c'est une chose de dire du matin jusqu'au soir, ce que j'aime le plus au monde, c'est d'écrire, et c'en est une autre de n'avoir du matin jusqu'au soir qu'à écrire. Et je m'étais dit, il faut essayer, parce que si ça se trouve, ça me plaira pas du tout, j'aurais immédiatement le besoin de rencontrer des collègues de bureau, d'être inscrit dans la vie sociale qui m'entoure, de voir des gens, de me lever le matin à 8h et pas à 10. Voilà, je savais pas. Mais je m'étais dit, c'est le seul moyen de voir si l'écriture est un hobby ou pas. Et c'est vrai que à cette période-là, je me disais, il y a quelque chose qui va pas avec l'idée de cantonner l'écriture au dimanche soir, quand j'ai fini tout le reste. C'est-à-dire dans la hiérarchisation des activités de la journée, je m'étais dit, il faut que ça soit au centre aussi. Donc j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs, je n'en ai pas changé, donc une femme formidable qui a accepté l'idée qu'on essaye ça ensemble, parce que ça voulait dire concrètement, effectivement, démissionner de la thèse. J'étais payé pour faire quelques cours, donc ça voulait dire aussi démissionner de ça, donc ça voulait dire ne plus gagner un sou. Et donc voilà, elle a accepté l'idée qu'on vive on s'était donné 1 an. Je lui avais dit, j'essaye pendant 1 an de ne faire que ça,
Et puis après, ben voilà, je reprendrai, je sais pas, je trouverai quelque chose, on trouvera. Donc pendant 1 an, elle avait accepté qu'on partage le salaire, enfin qu'on partage, qu'elle fasse tourner la maison. Et ça m'a permis de... Cette année-là, c'est l'année où j'ai écrit La mort du roi de Songor, en fait. Donc j'ai eu cette chance folle que La mort du roi de Songor marche très bien. Ça a été pour moi le début de la reconnaissance large. Et donc, en fait, ça a validé ce choix-là, ce qui fait que je n'ai plus jamais eu à revenir en arrière et qu'à partir de cette époque-là, je ne fais qu'écrire, ce qui est un luxe inouï, et dont je mesure le plaisir tous les matins, je peux vous assurer. Mais c'est pour vous dire que, voilà, la vocation, c'est une chose, cette espèce de sensation qu'on a peut-être quelque chose à faire avec cette activité-là, c'est une chose. Et puis après, il y a tout un dispositif à mettre en place, à inventer, qui va construire sa vie. Comment est-ce qu'on organise le temps? Comment est-ce qu'on organise tout ça? Et ben voilà, ouais, je n'ai jamais autant parlé déjà, mais je vais continuer. Ça, c'est l'aspect... comment j'en suis arrivé là, si vous voulez. Pour répondre à la question posée par la conférence elle-même, comme c'est une question infiniment trop vaste, j'ai triché, je vous ai amené un texte que j'avais écrit à une époque où on m'avait posé la même question. Et je vais vous le lire, ça sera plus simple et mieux formulé que si je vous le dis comme ça. Et puis après, je peux très volontiers vous parler d'écriture en général. Mais je vais d'abord vous lire ce texte. Donc il y a, je crois que c'était à l'époque de CRI, donc ça devait être en 2001, vous voyez, il y a maintenant plus de 10 ans. Un journaliste faisait un petit recueil à l'occasion du Salon du Livre, où il demandait comme ça à beaucoup d'auteurs « Pourquoi écrivez-vous » Et donc il m'avait demandé de plancher sur cette question-là. Et j'ai écrit ce petit texte que je vous lis. « J'écris pour ne pas me laisser en paix, parce que ne pas écrire serait un renoncement, une paresse de l'esprit et du désir. Ce serait abdiquer, et l'homme que je serais alors me semblerait à la fois défait et repu. Défait de ne pas relever le défi de l'écriture, et repu de cette sorte de lâcheté confortable que procure l'esquive des combats à livrer. J'écris car cela me force. J'écris pour avoir des milliers d'années, connaître des foules de sentiments contradictoires. J'écris pour vivre sous des paysages étranges à des époques passées, pour plonger dans des vies qui me sont étrangères et être solidaire de frères éloignés. J'écris pour embrasser cette foule d'hommes que je convoque en mon esprit et que je fais camarade de pensée. J'écris pour donner à voir le monde qui me hante, un monde qui se construit au fil des lectures, au gré des rencontres, un monde imprégné de mes peurs, de mes voyages, de mes fantasmes. J'écris car j'entends la nuit que cela grouille en moi. J'écris pour offrir l'hospitalité. Mes textes de théâtre attendent qu'on s'empare d'eux. Ils sont comme des pièces vides qui rêvent d'être habitées. Je les ai élaborés en pensant que d'autres viendront y séjourner, des metteurs en scène, des comédiens, des spectateurs. Chacun aménagera ses espaces à sa dimension. J'écris pour être habité. De toutes ces raisons, je ne sais laquelle est décisive et laquelle accessoire. Il y en a 1000 autres encore. J'écris parce que j'ai peur, parce que j'aime travailler la nuit, parce que j'ai hâte de textes à venir. J'écris par pur plaisir. Merci. Si on a encore un peu de temps et que je ne vous ennuie pas avec mes... je peux continuer. J'avais pensé vous dire quelques mots, non pas de tel ou tel livre, parce que je pense que c'est un peu difficile pour moi, je ne vais pas les passer tous en revue, et je préfère infiniment, si vous en avez envie, répondre à des questions qui porteraient sur tel ou tel roman, mais essayer plutôt de vous parler brièvement de mon écriture, de vraiment... Voilà, à travers les différents livres, à travers les pièces de théâtre, à travers les nouvelles, ce que je peux en dire en quelques mots. La première chose, c'est que, vous l'avez peut-être constaté si vous êtes promené dans ce que j'ai pu faire, je me suis jamais dit, même à l'époque dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis jamais dit, tiens, tu vas écrire des pièces de théâtre, et que des pièces de théâtre. Je me suis toujours dit que le rêve, le désir, il était du côté de l'écriture, avec tout ce que ça a d'indéfini quant aux formes
à aborder. Et j'ai toujours eu envie de me confronter à toutes les formes. Je ne l'ai pas encore fait, il y a certaines formes que je n'ai pas encore osé approcher, mais je sais que ça fait complètement partie du plaisir que j'éprouve à travailler dans l'écriture, c'est cette confrontation avec différentes formes, parce qu'à chaque fois, les outils ne sont pas tout à fait les mêmes, on n'écrit pas avec les mêmes outils une pièce de théâtre et un roman, et donc moi, à chaque fois, je crois que ça me fait apprendre des choses. Je constate à certains endroits que ça me plaît, à d'autres que ça me plaît moins, que j'y arrive moins, que c'est pas fait pour moi, et j'ai envie de continuer. Donc très, très clairement, je pense que j'écrirai du théâtre encore et toujours, j'espère. Je le fais un peu moins en ce moment qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, j'écrivais 2 pièces par an, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, les romans font que ça me prend du temps et que le théâtre, voilà, l'espace entre les pièces s'est un peu agrandi, mais je continue à écrire des pièces. J'ai écrit des nouvelles et ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup un jour faire des recueils de poésie. Je ne sais pas si je le ferais bien, mais j'aimerais bien essayer. Donc voilà, j'aime pas cette espèce de... Je sais qu'on apprend comme ça, et vos professeurs vont m'en vouloir de dire ce que je vais dire, mais je n'aime pas l'étiquetage par forme. J'aime pas qu'on parle de la forme théâtrale, et puis du roman, et puis des nouvelles, comme si c'était 3 continents qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Je pense, en tout cas en ce qui me concerne, justement que l'endroit où l'écriture m'intéresse, c'est l'endroit de friction entre ces moments-là. J'aime bien dans le théâtre quand il devient un peu narratif. C'est-à-dire que ça peut prendre l'aspect d'un long monologue d'un messager qui arrive et qui raconte pendant 5 minutes un épisode. Tout d'un coup, on plonge dans le narratif. Ça peut être les chœurs qui charrient une voix narrative plus vaste que l'action qui naît de scène en scène. Inversement, j'aime bien dans le roman quand tout d'un coup, il y a de l'oralité qui surgit, et je l'ai fait assez souvent dans Ouragan, dans La mort du roi de Songor. Je crois qu'il y a de l'oralité dans mes livres et j'aime ça. Soit que le roman soit construit de manière chorale, avec une multiplicité de personnages, qui fait qu'on est presque comme dans une forme théâtrale, presque, soit parce que là aussi on a un personnage qui tout d'un coup prend beaucoup de place avec sa parole et se raconte longtemps, beaucoup. Je pense à Carmela dans Le soleil d'Escorta, c'est une femme qui parle énormément à son curé, là, et elle raconte, et elle raconte, et elle raconte. Moi j'aime bien ça, j'aime bien quand les personnages... Je ne sais pas si c'est réaliste et je m'en fiche, au fond. C'est sûrement pas réaliste de parler aussi longtemps et aussi... Là, je le fais, mais enfin, c'est quand même rare les moments dans la vie où on parle pendant 1 heure. Carmel, elle parle pendant des heures, mais c'est pas grave. Ça emmène le roman à un endroit qui m'intéresse, qui est est-ce qu'il peut être du côté du monologue, est-ce que voilà. Et donc parler de théâtre, roman, nouvelle, c'est parler d'étiquettes qui seraient différentes. Je préfère infiniment parler d'épique, de lyrique, de dramatique. Là, on commence, déjà quand on dit ces mots-là, on imagine qu'il est possible de les réunir dans une soupe, un minestrone qui les mélangerait tous. J'aime bien la bâtardise des formes. Elle m'intéresse vraiment beaucoup, et plus ça va, plus je vieillis, plus... J'en perds le micro. Plus j'ai envie d'aller du côté de cette bâtardise-là. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et puis, l'autre concernait... les thèmes. C'est très difficile pour moi de parler des thèmes qui courent d'un roman à l'autre, et je pense que le lecteur le fait mieux que l'auteur que je suis. C'est sûrement plus facile pour vous. Pour une raison très simple qu'on sous-estime, je fais une petite parenthèse, pardon, qu'on sous-estime toujours, c'est que on imagine sans cesse que l'auteur construit son livre de manière consciente, maîtrisée, lucide. C'est vrai, pour une part. Enfin, j'espère que c'est vrai. Moi, je sais que je construis beaucoup des plans, je fais des architectures compliquées. J'imagine la trajectoire de chacun de mes personnages. Enfin, donc il y a de la maîtrise, il y a de la réflexion, bien sûr, heureusement. J'élabore les choses. Mais je crois aussi qu'il y a un autre aspect dans l'écriture. Je crois qu'on écrit avec... c'est comme en voiture, quand on conduit, on dit qu'il y a un angle mort dans le rétroviseur. Il y a ce que vous voyez, ce qui vous suit, la voiture, et puis il y a un angle que vous ne pouvez pas voir là où vous êtes assis, que vous ne verrez jamais, qui est l'angle dangereux en plus, en voiture. Je pense qu'en écriture c'est pareil. Je ne sais pas si l'angle mort est dangereux, mais en tout cas il existe. On n'écrit pas que avec ce qu'on pense, ce qu'on sait, on écrit aussi avec ce qu'on ignore, on écrit aussi avec son inconscient, on écrit aussi avec ses cauchemars, ses terreurs, ses peurs, ses doutes.
et puis ses fantasmes. Donc il y a des choses nécessairement dans ce paquet-là que je viens de vous citer qui vous échappent. Moi, je ne maîtrise pas tout là-dedans. Donc ce qui explique que des fois, il y a un lecteur qui vous dit « Ah, mais vous avez vu, dans Eldorado, il y a une scène, et puis après, dans la Porte des Enfers, il y avait exactement la même, ou en tout cas... » Et moi, je l'écoute, je sais qu'il a raison, et je suis obligé de lui dire en toute franchise « Vous avez raison, mais je ne l'avais vraiment pas vu, ni vu, ni voulu. » Et je sais que ça fait toujours bizarre à l'interlocuteur qui se dit « Oh, il exagère, c'est tellement gros. » Il y a des choses énormes qu'on ne voit pas nous-mêmes parce qu'on est dans le travail et qu'on, encore une fois, on écrit avec aussi tout ce qu'on ignore de soi-même. Voilà, fin de la parenthèse. J'en viens au thème. Alors là, c'est les thèmes que consciemment, je manipule parce qu'ils m'intéressent, dont je voulais vous... J'ai réfléchi un peu avant de venir et j'en ai trouvé 3. Il y en avait sûrement plus. Mais j'en ai trouvé 3 qui m'intéressent, qui, je crois, courent d'un livre à l'autre et courront encore pour un petit bout de temps parce que j'en ai pas tout à fait fini avec eux. En préambule, je voulais vous dire que ce sont des thèmes, ce ne sont pas des certitudes et ce ne sont pas des messages. Je déteste le mot message quand on parle de roman ou de théâtre. Si j'avais un message à donner, j'écrirais le message. Ça tiendrait en une ligne ou en deux, et puis voilà, mon travail serait terminé. Je n'ai pas de message à donner parce que j'ai... peut-être qu'à 95 ans, j'en aurai un, quand j'aurai fait le tour de toutes les questions, mais ce n'est pas le cas. Et j'aborde plutôt des thèmes qui m'intéressent, mais que je questionne moi-même, et dont je me dis que le lecteur, dans le meilleur des cas, éprouvera aussi du plaisir à le questionner avec moi. Parmi ces thèmes-là, il y a le moment de bascule entre le bonheur et le malheur. C'est un thème qui est très présent, que j'aime beaucoup. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui, je l'aime beaucoup parce que je pense qu'il est au cœur. C'est la définition, alors pardon d'être un peu comme ça, mais c'est la définition qu'Aristote donne de la tragédie. La tragédie, c'est le moment où on bascule du bonheur au malheur. Vous avez construit votre vie patiemment, avec les gens qui vous entourent, avec des projets. Vous avez essayé de faire en sorte d'être dans une vie heureuse, et tout d'un coup, le sort frappe à la porte. Il prend la figure d'une guerre, il prend la figure d'une catastrophe naturelle, il prend la figure d'un accident, d'un deuil, et il vient ruiner tous vos efforts et il vient mettre à plat ce que vous avez construit. Ce moment-là de bascule, il est, je trouve, passionnant parce qu'il est extrêmement émouvant, et aussi parce que, alors je vais casser l'ambiance, mais parce qu'on a tous rendez-vous avec ce moment-là. Dans toutes nos vies, il y a un moment où on fera l'expérience de cette chose-là. Je veux parler de la perte, du deuil, et pas forcément du deuil au sens la mort de quelqu'un, mais d'une manière plus générale de la perte de ses convictions, de ses espoirs, et aussi des gens qui vous entourent, et aussi d'un certain nombre de choses. Donc ce moment-là, même quand il est... C'est pour ça que je crois que la tragédie grecque continue à nous bouleverser. Ça pourrait après tout nous paraître très très loin maintenant, ces vieilles histoires-là. C'est une autre civilisation, c'est d'autres repères, c'est d'autres... Mais c'est parce qu'elle ne cesse de dire qu'au cœur de l'expérience humaine, il y a cette chose-là, le surgissement du malheur, et que être un homme, c'est apprendre aussi à faire avec ça. Je ne sais pas si on peut apprendre, mais c'est en tout cas l'éprouver. Donc c'est un thème que moi je traite aussi beaucoup, parce que je pense qu'effectivement, il y a là quelque chose qui a à voir avec la condition humaine. Donc dans La mort du roi de Songor, il y a ça. Dans Ouragan, évidemment, il y a ça. Tous ces gens qui sont frappés en quelques minutes par le vent du malheur, et qui du coup perdent ce qu'ils ont construit et doivent réfléchir à ce qu'il leur reste. Qu'est-ce qui reste quand on a perdu sa voiture, son boulot, sa maison? Est-ce qu'il reste rien, ou est-ce qu'il reste quelque chose? Et si oui, où est-ce qu'il est? Alors ma réponse dans Ouragan, mais on pourra en reparler dans les questions si vous voulez, c'est du côté d'interroger justement ce qu'il y a à l'intérieur de soi-même qui ne chavirerait pas sous le vent d'un ouragan. C'est quoi? La réponse est différente pour chacun d'entre nous, mais je pense que ça a à voir avec la fidélité. Au moment où on n'a plus grand-chose, où on est mis à nu par le destin, il reste probablement une force intérieure à trouver en restant fidèle à un certain nombre de choses qu'on a décidées. Bon, c'est un autre débat, mais il y a un autre thème qui est moins tragique et qui me plaît beaucoup, dont je voulais vous dire un mot, c'est la transmission, et qui est encore là au cœur de Le Soleil d'Escorta ou La mort du roi de Songor.
Et pour une raison toute simple, c'est pas une raison littéraire. Vous savez, les thèmes que je choisis, c'est pas parce que je me dis que ça ferait des beaux thèmes littéraires, c'est parce que profondément, je pense qu'ils sont au cœur de mon interrogation d'homme. C'est parce que c'est des thèmes qui m'intéressent dans la vie. Or, le thème de la transmission, je trouve, est un thème essentiel, fondamental, et qui est la grande aventure de chacune de nos vies. Vous êtes à un âge où, pour l'instant, vous vous la posez uniquement d'un côté, mais vous allez découvrir au fur et à mesure que la vie avance que ce qui est merveilleux, c'est qu'on passe aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que pour l'instant, la transmission, il y a deux entrées possibles. C'est qu'est-ce qu'on a reçu de ceux qui nous précèdent, de nos parents, des gens qui nous entourent. Est-ce qu'on peut écarter des choses dans ce qu'on reçoit, des choses qui ne nous plairaient pas, dont on ne voudrait pas, ou est-ce qu'on reçoit des choses bon gré mal gré qu'on ne peut pas faire autrement? C'est des questions que je trouve intéressantes. Est-ce qu'on peut décider de ce qu'on prend et de ce qu'on laisse? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on décide soi-même de transmettre? Est-ce qu'on décide d'abord de transmettre ou est-ce que ça se fait à son insu, sans qu'on le sache? Comment on fait aussi avec le matériel et le non matériel? Parce que transmettre un patrimoine, c'est facile d'une certaine manière, c'est comptable. C'est voilà, il y a tant, alors tu prends combien, et puis ton frère il prend combien, et puis et vos arrière-petits-enfants ils auront tant. On fait des petits paquets ou d'argent ou de voitures ou je ne sais quoi. C'est évidemment beaucoup plus simple et c'est pas très intéressant, alors que tout le reste, la transmission du reste, de ce qu'on a été, de ce qu'on aime, des valeurs auxquelles on croit, comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça? Moi je n'ai pas de réponse, mais je trouve que c'est une belle question et c'est pas Pierre qui va me contredire. Dans une école, je pense que c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on vous transmet? Ça a à voir avec l'éducation, ça a à voir avec la liberté, ça a à voir avec toutes ces choses-là, le déterminisme. Donc moi, c'est un thème qui m'intéresse profondément. Je vous en cite un troisième, j'ai peur de vous assommer avec les thèmes, mais que j'aime bien parce que ça va me permettre de finir en vous parlant de une autre définition possible pour moi de l'écriture. Ce thème-là, c'est l'exploration de la gamme des sentiments. J'aime bien que mes personnages traversent, si possible, pas toute la gamme, parce que ça serait fastidieux, mais un certain nombre de sentiments contradictoires, que le courageux puisse à un moment donné être faible, que le héros puisse être violent. J'aime bien que les personnages soient balancés dans des états différents et encore une fois contradictoires. Je pense que, et là aussi c'est pas littéraire comme point de vue, c'est simplement parce que je pense que ça fonctionne comme ça. Vous le savez comme moi, on le ressent. On a en nous-mêmes la totalité de la gamme des sentiments. On connaît la jalousie, la violence, la mesquinerie, la lâcheté, la générosité, la beauté, la bonté. On a tout ça en nous. Généralement, la plupart du temps, et heureusement, c'est souhaitable, on l'a en petit et on l'a en maîtrisé, maîtrisable. Donc on sait dealer avec ça et on ne se laisse pas submerger par des pulsions violentes ou un désir de vengeance, etc., etc. Mais il n'empêche que la totalité de la gamme, je le crois, est en nous et que le nier serait probablement la pire erreur. L'explorer, c'est pas mal et en tout cas, je pense que la littérature est faite pour ça. Ça évite peut-être en plus de l'explorer trop ou de manière trop dangereuse dans la vie. Les livres sont faits pour ça. Sinon, on n'aimerait pas tant les grands monstres de la littérature, hein, les Néron, les Agrippines, tous ces espèces de personnages, les Richard III, qui nous fascinent parce qu'ils vont à un endroit où, dans la vie, on n'a pas du tout envie d'aller. Ils sont là aussi pour donner à entendre et à voir la totalité de la gamme des sentiments. Donc c'est une chose que j'aime bien et que j'essaye de ne pas oublier quand j'écris mes personnages, de ne pas les construire de manière monolithique, mais d'essayer de les enrichir de plusieurs facettes. Et j'en arrive à un dernier point, ça m'a amené justement à considérer qu'au fond, la très très belle devise de l'humanisme, je suis homme et rien de ce qui est homme ne m'est étranger, que d'abord je trouve très belle comme règle de vie, est aussi pour moi une très belle définition de l'écriture. En tout cas, moi, c'est parce que je crois profondément en ça que je peux écrire. C'est-à-dire que rien de ce que les hommes éprouvent, ressentent, ne m'est totalement étranger. Je dois forcément avoir quelque part en moi, même si c'est en tout petit,
un moyen de me raccrocher à ce sentiment-là, de le connaître, de l'éprouver. C'est parce que je crois en ça que je peux m'autoriser à écrire sur des histoires qui sont très très lointaines. Je vais prendre 2-3 exemples, mais c'est vrai que quand on écrit sur la guerre 14-18, il y a des moments où on a un peu enfin moi, où j'ai eu le stylo qui tremble en me disant, mais au fond, mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de ce que c'est que d'être un pauvre poilu qui est dans sa tranchée depuis 10 heures, alors qu'il pleut, et que la tranchée se remplit d'eau, et qu'il a froid aux jambes, et qu'il a peur, et qu'il fait nuit, et qu'il voit rien de la tranchée d'en face. Qu'est-ce que je peux écrire? Je ne l'ai pas vécu, je ne le vivrai jamais, j'espère. Alors comment est-ce que j'écris ce qu'il pense et ce qu'il dit? Il y a un moment donné où, bon, en tout cas, la question de savoir est-ce que j'ai le droit d'écrire ça ou pas, pareil pour Eldorado, je me suis dit, mais moi, j'ai jamais quitté mon pays. C'est-à-dire éprouver profondément ce que c'est que de tout laisser derrière et d'aller au-devant de quelque chose dont on ignore tout. Ce qui, entre parenthèses, je trouve, est d'un courage absolument inouï, de se dire, je vais aller dans un pays dont je ne parle pas la langue, j'ai pas un sou sur moi, je me débrouillerai et on verra. Bon, moi je l'ai jamais vécu dans ma vie, ça. Donc à un moment donné, pareil, je me suis posé la question, est-ce que je peux écrire un livre où c'est au cœur du livre? Et comment je fais pour écrire ça? Ben, c'est là où la devise de Terence m'aide, c'est qu'à un moment donné, je me dis, ça doit être possible. Je ne sais pas si j'y arriverai, je ne sais pas si je le ferai bien, mais en tout cas, c'est a priori possible par empathie. Et je crois profondément en l'empathie. Ne croyez pas que ça fasse de moi un mystique, c'est pas en ce sens-là que je le dis, mais je crois profondément que la littérature est un endroit d'empathie entre les hommes. C'est parce qu'on peut quand même éprouver et laisser grandir, quand on écrit, un certain nombre de sentiments, que tout d'un coup on peut essayer de les noter de manière juste. Effectivement, j'ai pas vécu tout ça, mais peut-être je peux en parler de manière juste, malgré tout. Alors ça sera pas de la même manière qu'un homme qui le raconterait comme son vécu, mais ça peut marcher. Voilà. Et ce qui fait que j'utilise, c'est un très vilain mot, mais c'est vrai que du coup, je prends toujours l'écriture comme ça, et c'est mon plaisir dans l'écriture, il est là, il est de me dire, a priori, tous les sujets que j'ai abordés dans les romans, en tout cas, étaient des sujets qui, au démarrage, étaient très très éloignés de moi. L'émigration, l'Afrique antique de la mort du roi de Sangor, la guerre 14-18, aucune de ces choses-là ne font partie de ma vie. Et à chaque fois, ça a justement été ça le plaisir. C'est qu'il faut trouver un moyen pour moi de me mettre en empathie avec le sujet. Alors, j'ai mes petites recettes personnelles, elles changent à chaque livre, et puis je découvre qu'il y a un certain nombre de constantes. Je fais toujours appel aux photos, j'ai besoin de photos. J'ai besoin de voir les lieux, j'ai besoin de voir des visages. J'ai pas besoin de rencontrer des gens, par exemple. Je pense que la rencontre directe m'inhibe et me fait peur. J'ai plutôt besoin de trouver des manières un peu contournées d'approcher le sujet. Et puis aussi, au bout d'un moment, j'ai besoin de ne pas le connaître de façon exhaustive. Et par exemple, pour 14-18, je me suis arrêté finalement après un travail de documentation qui n'était pas énorme. Je me suis dit, là, j'arrête. Le but du jeu, pour moi, n'est pas de devenir un spécialiste de la guerre 14-18. Je ne suis pas historien, c'est pas mon objet. Comme à un moment donné, je me suis dit sur l'immigration clandestine, j'arrête. Je ne vais pas devenir le spécialiste de l'immigration clandestine, le journaliste. Il faut juste que j'arrive à trouver un certain nombre de clés qui m'ouvrent la porte vers les personnages. Et une fois que je les ai trouvés, je n'ai pas besoin d'autres documentations. Est-ce que, en tant que lecteur, parfois vous arrivez à vous replonger dans vos livres, comme si ce n'était pas vous qui les avez écrits, et à vraiment vous imaginer dans l'histoire, comme un lecteur normal le ferait? Non, jamais, je peux pas faire ça. Non, sur les romans, ça m'est complètement... Je n'ai jamais pris un de mes romans et je me suis jamais assis dans mon fauteuil en disant tiens, je vais me relire. Non, c'est pas possible. Et quand bien même je le ferais, je pense que j'arriverais pas du tout à faire ce que vous dites, c'est-à-dire à plonger dedans comme un lecteur. Je serais parasité par tout ce qui est pas bien, tout ce que j'aurais dû faire mieux, par le souvenir du travail. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, il m'arrive quelque chose d'un petit peu similaire, semblable avec le théâtre. Le théâtre, c'est un peu différent parce que il y a les représentations. Donc ça, par contre, ça m'est arrivé de voir une mise en scène d'un texte que j'ai écrit il y a longtemps et je vois une nouvelle mise en scène. Donc là, j'assiste au spectacle et ça me replonge dans ce que j'ai fait. Mais d'ailleurs, généralement, ça me fait naître des sentiments très contrastés. Alors,
Je voulais savoir si vous portez beaucoup d'importance aux critiques de la presse. Alors, la critique. Je peux vous parler une demi-heure de la critique. Je vous mentirais en vous disant non, pas du tout, je m'en fiche complètement, je lis pas les papiers, c'est faux. Je n'arrive pas à ne pas les lire. Et oui, je souffre quand ils sont mauvais, ce qui arrive dans mon cas relativement souvent quand même. En tout cas pour certains. Donc j'ai des sentiments un peu bizarres vis-à-vis de ça. C'est pas voilà, c'est pas la lune de miel entre moi et la critique. Ça l'a jamais été. Et les mauvais papiers font du mal, oui, bien sûr. Encore aujourd'hui, je dirais un très mauvais papier me met très en colère pendant quelques jours. Après, je n'oublie jamais, et pour l'instant c'est le cas, donc je touche du bois, que je suis dans une position où ça peut blesser, et ça blesse, mais ça ne peut pas entamer, j'allais dire plus, mais je n'ose pas, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, ça ne peut pas entamer pour l'instant la vie que j'ai construite. C'est-à-dire que il y a des auteurs qui sont encore à un niveau de reconnaissance suffisamment fragile, qui fait qu'un mauvais papier peut vraiment non seulement les blesser humainement, mais rendre compliqué la suite des choses. Moi, j'ai cette chance-là que le succès des romans, depuis quelques romans, là, depuis La mort du roi de Sangor, me met à l'abri de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ça va me blesser, et ça me blesse, mais je vais pas me dire, bah zut, le prochain roman va être dur à écrire parce que mon éditeur va faire la tête et que les lecteurs vont me déserter et que je n'y arriverai plus. Donc rien que ça, déjà, ça change quand même beaucoup la manière que j'ai d'aborder les critiques. Et puis, pour finir avec la critique, je fais... Il y a 36 000 cas de figure, et je ne veux pas dire du mal de la critique en général, parce qu'il y a des gens très bien qui font leur boulot, et puis on ne peut pas tout aimer, et puis tout ça est évident. Après, il y a des auteurs qui ont été découverts par des critiques, par certains critiques. C'est un cas de figure qui existe, de 2, 3 critiques qui tombent vraiment amoureux d'une écriture, et qui la portent, et qui la, année après année, et qui finissent par l'imposer. Dans ces cas-là, j'imagine que l'auteur a un rapport avec la critique quand même de reconnaissance. Moi, c'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que le succès, puisque succès il y a, il est venu de 2 choses. D'une part, des libraires et du public. C'est-à-dire que les libraires ont beaucoup aimé et soutenu La mort du roi de Sangor. Ils l'ont défendu, donc ça a marché auprès du public parce que les libraires s'en étaient fait le porte-parole. Et depuis, les libraires, a priori, aiment bien enfin, je veux dire, c'est des généralités, mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et l'autre, c'est les prix. Les prix, et notamment le prix des lycéens, puis le Goncourt, m'a permis d'asseoir quelque chose qui fait que j'ai pas eu besoin de la critique. Et je pense que d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ça se passe pas très bien, c'est qu'ils ont vu débouler quelqu'un qu'ils n'avaient pas repéré avant et avec lequel ils ont dû faire. Bonsoir. Vous nous avez parlé des sujets, mais je voulais vous demander, quand vous avez fini enfin un livre, est-ce que pour passer à un autre, il vous faut du temps, ou est-ce que la transaction se fait facilement? Voilà. Non, c'est une bonne question. Est-ce que le changement de sujet est difficile? Non, je suis plutôt dans la situation inverse. C'est-à-dire que, d'une part, le petit moment de fatigue qu'on éprouve après avoir écrit un roman, je l'aime pas beaucoup. J'aime pas cet état-là où les choses sont finies et on se dit, alors voilà, qu'est-ce que je fais? Donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit le plus court possible. Et ma technique personnelle, c'est d'être plutôt du côté de la surchauffe que du côté de l'ennui. Donc en fait, pour répondre concrètement à votre question, j'ai trouvé une parade formidable, c'est que j'ai toujours plusieurs chantiers parallèlement sur le feu, ce qui fait que quand bien même j'aurais terminé un roman, il y a toujours une pièce à finir, un petit scénario à faire, etc. Donc je peux jamais me dire, bon alors là ça y est, je vais prendre 3 jours de vacances et puis après je vais regarder mon bureau avec angoisse. Généralement non, il y a toujours j'ai beaucoup de projets et j'ai plutôt l'inquiétude inverse, c'est de me dire quand est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça. Plutôt que... Ce qui me met aussi à l'abri d'un deuxième écueil qui est pourtant très connu et mythique, qui est l'angoisse de la page blanche. J'ai pas le temps. Voilà. J'ai réglé ce problème-là comme ça, j'ai pas le temps. J'ai trop d'engagements, trop de projets. Donc la page blanche, ça viendra sûrement un jour, mais pour l'instant, je travaille. Pourquoi cette fidélité à votre maison d'édition Actes Sud, s'il vous plaît?
Eh bien parce qu'ils ont été les premiers. J'ai oublié de vous raconter ça dans la bio par étapes. Je vais vous la raconter parce que c'est quand même... comment est-ce que j'ai trouvé mon éditeur? J'avais écrit un premier roman, ce que je considérais être un premier roman, voilà, donc c'était avant CRI, donc avant 2001, que ne connaissant personne dans le monde de l'édition, que j'ai envoyé à la totalité des éditeurs français. Je pense j'ai dû envoyer à une quarantaine de maisons, avec une petite lettre de présentation. J'avais 20 ans. Voilà. Alors, bien sûr, en commençant par Gallimard, si possible, Grasset, tout ça. J'ai fait mes petits envois dans les enveloppes et tout, et j'ai dû recevoir 40 lettres de refus, dont 38 lettres type. Cher monsieur, nous avons bien reçu machin, un truc qui fait 3 lignes, dont on sent que la personne en face ne l'a même pas ouvert, et 2 lettres qui n'étaient pas type, mais alors qui étaient vraiment très méchantes. Très, très méchantes. Je me souviens notamment, je vais le dire, ça va me faire du bien, de Christian Bourgois, les éditions Christian Bourgois, une lettre monstrueuse, monstrueuse. J'aurais beaucoup voulu parce que je pense qu'ils mesurent pas, ils devraient mesurer, c'est leur métier de mesurer l'attente qu'il y a en face. Et ils savent pas qui envoie. Alors évidemment, ils peuvent pas prendre en compte tout ça, mais je veux dire, sur quelqu'un de fragile, sur quelqu'un d'hésitant, ça peut faire des gros dégâts. Moi, j'avais reçu une lettre très longue, alors là, pour le coup, très longue, très détaillée, qui se terminait par arrêter d'écrire et commencer à lire. Alors, à 20 ans, vous recevez ça, vous dites, bon, il a raison, il a tort, vous dites, il a forcément raison, puisqu'il est éditeur et que moi, je suis rien. Et donc ça fait mal aussi. Donc j'en ai reçu 2 comme ça. L'autre était moins violente, mais enfin quand même, j'ai gardé. Un jour, je la ressortirai. Et donc, il y avait à l'époque une revue que j'aimais beaucoup, que j'achetais, et qui s'appelait Du Théâtre, la revue. Je savais pas qu'elle était publiée par Actes Sud, parce que moi j'avais pas cette lisibilité. Je savais que j'aimais bien cette revue, que je la lisais, et je savais qu'à la fin de la revue, chaque numéro se terminait par un petit espace de 2-3 pages où il publiait un texte de fiction inédit, une petite nouvelle de 2 pages. Et donc j'ai envoyé une petite nouvelle pour cet espace-là, en disant voilà, je suis un lecteur de votre revue. Voilà ce petit texte qui peut-être pourra trouver place dans vous. Et la personne qui s'occupait de la revue m'a appelé. Et elle avait beaucoup aimé le texte, et elle l'a publié. Et cette personne-là, il se trouve qu'elle s'appelle Claire David, et elle était, je ne le savais pas à l'époque, mais elle est toujours d'ailleurs, éditrice de tout ce qui est théâtre chez Actes Sud. Donc quand je l'ai rencontrée, et elle m'a dit, je prends votre petit texte, je vais le publier, il n'y a pas de problème, j'étais déjà tout content. Et puis après, elle m'a dit, mais enfin, vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous écrivez autre chose? Ça, je lui ai dit, oui, moi j'écris du théâtre. Ah, vous savez que je publie du théâtre? Je dis non, je ne savais pas. On a mis un certain temps à se retrouver parce qu'après ça a pris un peu de temps, mais c'est vers elle que c'est par elle que je suis rentré chez Actes Sud, qui a d'abord publié mon théâtre, et ensuite elle m'avait dit, puisque je lui avais dit, tu sais, un jour j'aimerais bien essayer d'écrire un roman, et elle m'avait dit, le jour où tu le fais, donne-le-moi, je le ferai passer en interne. Ça ne veut pas dire qu'ils le prendront forcément chez Actes Sud roman, mais au moins tu seras sûr qu'ils le liront, puisque tu es un auteur théâtre de la maison, ils vont quand même le lire. Donc c'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai écrit CRI, je l'avais fait passer à Claire, qui l'a elle-même fait passer à un homme qui s'appelle Bertrand Pi, qui est le directeur éditorial de Actes Sud, et qui depuis est la personne avec laquelle je travaille sur les manuscrits pour tous mes romans. Et alors pour répondre pleinement à votre question, parce que pour l'instant je ne l'ai pas fait, pourquoi est-ce que je reste chez eux? Parce que j'y suis bien en fait, essentiellement pour ça. C'est une maison qui est... objectivement, je ne suis pas du tout objectif, donc subjectivement, qui est formidable. C'est des gens bien. C'est une taille de maison qui me convient. Et c'est surtout humainement, oui, ça se passe très bien. Et dans le travail, c'est-à-dire que c'est un chapitre qu'on peut aborder si ça vous intéresse, mais je ne veux pas me lancer là-dedans tout seul. Mais la nature du travail qu'on fait avec un éditeur, c'est quand même très très précieux quand ça se passe bien. Et avec Bertrand, donc, qui m'a fait travailler sur CRI, sur Tsongor, sur l'Escorta, sur tous les livres, je sais maintenant que les livres sont publiés, je ne sais pas si les livres sont formidables, mais je sais qu'ils sont mieux publiés que dans leur première version. Donc je sais que le temps qu'on a pris avec lui pour le travail, les 6 mois là qu'a duré l'aller-retour avec 2e version, 3e version, 4e version, 5e version, ces 6 mois-là où j'ai pesté contre lui en disant qu'il n'avait rien compris et que je voyais vraiment pas pourquoi il me faisait retravailler, en fait, ils ont amélioré le texte. Donc j'ai aucune raison de les quitter.
Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourriez avoir envie d'écrire une autobiographie ou pas? Non, j'espère que non. Il y a deux choses où l'autobiographie et l'Académie française, je prie pour que jamais. Et je dis ça sans mépris, hein, mais c'est pas moi, je crois, franchement. Pour une raison très simple, c'est que pour écrire son autobiographie, je pense qu'il faut une chose. Alors c'est d'une simplicité biblique ce que je vais dire, mais je crois qu'il y a pas mal d'auteurs qui l'oublient. C'est qu'il faut avoir une vie intéressante à raconter. Il faut avoir fait des choses intéressantes. Alors quand on s'appelle Malraux, ou enfin il n'en a pas fait directement, mais vous voyez, quand on a des vies mouvementées, qu'on a rencontré des gens merveilleux et qu'on a fait des choses fascinantes, alors pourquoi pas, bien sûr. C'est pas mon cas. C'est pas du tout mon cas. J'ai une vie que j'aime énormément, mais qui, à raconter à quelqu'un, serait quand même plutôt soporifique. Et mon plaisir, je vous l'ai dit, est plutôt ailleurs. Il est d'essayer, moi, d'approcher des sujets qui me sont a priori lointains, mais que je vais essayer de dire. Pour le sujet La Porte des Enfers, comment vous est venue cette idée? Parce que c'est assez original en soi. Merci. L'idée est venue un jour. Je me suis dit, je pense que à chaque livre, j'essaye de me donner un espèce de petit pari personnel, et ça peut tenir en une ou deux phrases. Hein. Avant La mort du roi de Sangor, je m'étais dit, tiens, ça serait bien d'essayer de faire une épopée avec des batailles, avec la vraie épopée, le truc qu'on fait plus du tout. Vous savez, sauf au cinéma quand on appelle ça un péplum. Mais est-ce qu'on peut encore faire ça en littérature? Est-ce que le lecteur peut encore y croire au jour d'aujourd'hui? Voilà. Donc je m'étais dit ça, une épopée. Et pour La Porte des Enfers, c'était un peu le même genre. Je m'étais dit, tiens, la descente aux enfers. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de descente aux enfers au jour d'aujourd'hui? C'est un thème littéraire qui a été énormément traité. Je ne parle même pas du pictural où dans chaque église vous avez une description des enfers. Mais enfin, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont descendus là-bas quand même. Orphée, Ulysse, il y en a énormément. Et c'est un thème qui a totalement disparu de notre littérature. Je sais pourquoi. Je pense qu'en plus, il a été remplacé par d'autres choses un peu équivalentes. On peut en parler longuement, mais je pense que enfin bon, ça va nous emmener trop loin. Mais donc voilà, c'est né de ça. Je me suis dit, est-ce qu'on peut encore construire une histoire où un personnage trouverait la porte des enfers, descendrait? Est-ce que le lecteur peut croire à ça et me suivre dans le livre, dans cette plongée-là? Et surtout, avec l'idée, et c'était l'autre point de départ, de me dire, il y aura une descente aux enfers. Il s'agira pour moi de décrire les enfers, de les inventer, de me dire, alors est-ce qu'il y a des collines, est-ce qu'il y a de l'eau, comment est-ce que je les vois, moi, sans utiliser l'iconographie des religions. C'est-à-dire que ça, c'était le point de départ. Je m'étais dit, il n'y aura pas de purgatoire, d'enfer, de paradis. Il n'y aura pas non plus de réincarnation, de trucs de... Je veux plutôt passer au-dessus de tout ça pour retourner à quelque chose qui soit a priori mythologique. Donc on va plutôt partir sur un fleuve, des collines. Voilà. C'était pour pas être dans les dispositifs religieux, vous voyez, sur... Et en fait, ce que je finis juste, ça a été les pages les plus agréables à écrire de La Porte des Enfers. J'ai pris un plaisir inouï, c'était jouissif. De manière générale, quand vous débutez un nouveau roman, est-ce que vous avez déjà un plan précis que vous avez élaboré ou est-ce que vous inventez en même temps que vous écrivez? Non, je suis plutôt du genre angoissé, donc j'ai besoin d'avoir construit beaucoup les choses. Donc j'ai un plan qui généralement, je parle des romans, peut faire une bonne dizaine de pages, assez détaillé. En tout cas, le nombre de pages importe peu, mais il me faut le début, la fin, les personnages et la trajectoire de chaque personnage. En tout cas, dans ses étapes principales. C'est-à-dire, un tel, il va partir comment? Qu'est-ce qui va lui arriver? Où est-ce qu'il va finir? Et ça pour chacun d'entre eux. Une fois que j'ai ça, ce qui en fait est déjà un gros boulot, c'est qu'en gros l'architecture est construite, je me lance. Et ensuite, ce qui est fascinant, et heureusement d'ailleurs, c'est que c'est jamais l'histoire exacte du plan qui se déroule. Il y a toujours des changements, mais qui interviennent une fois que l'architecture est posée. C'est-à-dire que concrètement, la scène dont j'imaginais dans mon plan qu'elle allait être au centre du livre, parce que je voulais qu'elle soit au centre, parce que ça avait un sens merveilleux qu'elle soit au centre, en fait elle s'est décalée et elle est aux 2/3, donc ça n'a plus aucun sens, et c'est pas grave. La scène dont j'imaginais qu'elle allait faire 15 pages et qu'elle serait énorme et mémorable,
elle s'est réduite à 2 pages parce que j'avais rien d'autre à dire. Inversement, un personnage dont je m'étais dit, tiens, ça c'est un personnage même pas secondaire, tertiaire, il a grappillé du terrain et il est devenu franchement important. Donc ça se fait en cours d'écriture du premier jet, où je constate moi-même que les choses ne se passent pas forcément comme j'avais prévu qu'elles se passent, et que du coup ça change la morphologie du livre, qui évolue un peu. Je vais prendre un exemple très concret, dans Ouragan, pour ceux qui l'ont lu, il y a le personnage de Joséphine est un personnage qui existait dans mon plan de départ et à qui il arrivait à peu près tout ce qui lui arrive dans le livre, sauf que j'avais pas prévu que j'allais autant aimer l'écrire. Et donc concrètement, moi je pensais qu'à chaque fois que je reviendrais à elle, ça serait un paragraphe de 10-15 lignes. À chaque fois que je revenais à Joséphine, j'en faisais 3 pages. Parce que ça coulait bien, parce que je l'aimais bien, parce qu'elle avait des tas de choses à dire. Donc quand j'ai terminé le premier jet, je me suis dit, c'est drôle parce que finalement ce personnage-là, il prend beaucoup de place. Il est très très présent dans le livre. Et j'en ai discuté avec mon éditeur, je lui ai dit, tu vois, j'avais pas prévu. Il dit, mais c'est très bien, tout ça. Et donc dans cet aller-retour-là aussi, je me suis dit, allons-y. Si c'est un personnage important, faisons-en un personnage important, voire même central. Donc c'est elle qui va commencer, c'est elle qui va terminer, et ce sera vraiment elle la colonne vertébrale du livre. Est-ce que vous diriez que les thèmes viennent à vous, ou est-ce que vous allez les chercher? Enfin, comment vous choisissez vos thèmes, en fait, vos sujets? Les thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la liste n'était pas exhaustive, ce que j'appelle les tendances lourdes, les gros thèmes comme la transmission, le passage du malheur au bonheur, tous ces thèmes-là, je pense que c'est pas des thèmes que je décide de traiter, c'est des thèmes dont je constate aujourd'hui qui sont à peu près dans tous mes livres, je pense qu'ils seront dans tous les prochains aussi. C'est des thèmes importants et qui m'accompagneront. Donc ça je le décide pas. Je me suis jamais dit tu vas écrire un livre sur la transmission. Simplement ça naît directement. Par contre, les thèmes qui sont liés à la thématique choisie, ceux-là je les décide. C'est-à-dire que je prends un exemple concret pour Eldorado. J'avais envie de parler de l'immigration. Ça je l'ai décidé. Donc ce thème-là il était choisi. Ensuite, en explorant le thème de l'immigration, il y a des sous-thèmes qui se sont ouverts à moi. Et je me suis dit, en fait, c'est formidable de parler de l'immigration. Parce qu'à travers l'immigration, on parle de l'appartenance, on parle du désir, on parle de combat pour construire sa vie, on parle d'un roman initiatique. Donc, vous voyez, tout d'un coup, de la mélancolie, qui est un autre thème possible, de ce qu'on laisse, de ce qu'on abandonne. Donc tout d'un coup il y a des tas de sous-thèmes qui s'ouvrent en arborescence par rapport au thème principal que je ne pouvais pas prévoir mais dans lesquels je me faufile, et puis alors là je fais un tri, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres et donc j'écarte Pareil pour Ouragan, je prends ce deuxième exemple-là, j'avais très envie au début d'Ouragan, il y avait plusieurs envies mais une d'entre elles était de confronter mon écriture à une catastrophe naturelle. Voilà. C'est comme La Porte des Enfers où je m'étais dit, et si je descendais, là je m'étais dit, comment on fait pour écrire un truc énorme, quoi. Alors je ne savais pas encore si ça allait être un tremblement de terre ou un ouragan, mais j'avais envie d'un déchaînement de la nature et de confronter l'écriture à ça. Assez vite, j'ai été voir du côté de la Louisiane et de Katrina, et en plongeant dans vraiment Katrina, la Louisiane 2005, etc., j'ai découvert ou redécouvert que ce qui était formidable, pardon de le dire comme ça, parce que c'est presque obscène, mais d'un point de vue littéraire, ce qui est formidable avec un sujet comme ça, c'est qu'on a la catastrophe naturelle qui permet de parler de l'accablement des hommes, qui permet de parler de la douleur des peuples qui sont frappés par ça. Et derrière, il y a un autre thème propre à Katrina, qui est qu'il y a une deuxième tragédie, qui est la tragédie politique. L'injustice sociale et raciale qui fait que tout le monde n'a pas été égal face à cette tragédie-là. Quand j'ai vu ça dans les documents que je lisais, je me suis dit, voilà, c'est encore mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai envie aussi de parler de ça. Donc le thème de l'inégalité, il va être présent. Le thème de la rage politique, elle va être présente. J'aurais pu l'écarter en me disant, non, moi je veux rester sur... Mais j'avais envie de ça. Donc par exemple, Joséphine, dans le livre, elle est là aussi pour embrasser ce thème-là. Qu'on ne soit pas juste face à des gens qui sont frappés par le vent et la pluie, qu'on soit face à des gens qui sont frappés par le vent et la pluie et qui sont très en colère contre le monde tel qu'il va parce qu'on les a oubliés. Pour revenir à La Porte des Enfers, je voulais vous demander pourquoi avoir choisi Naples comme
comme lieu Très bonne question. Pourquoi Naples? Parce qu'il me fallait il fallait une ville. Comment vous dire? Je savais que, en fait, l'envie, c'était. J'ai répondu tout à l'heure que l'envie était de décrire une descente aux enfers. C'est vrai, ça a été le point de départ. Mais très vite derrière, j'ai eu une deuxième idée qui pour moi était indissociable de la première. C'était, j'avais pas envie de refaire ce que j'avais fait avec La mort du roi de Sangor, c'est-à-dire, j'avais pas envie que le lecteur soit dès le premier mot de la première page aux enfers, dans un monde mythologique, antique, imaginaire. Je m'étais dit, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est on va être dans le monde contemporain, peu ou prou, dans nos sociétés à nous, repérables, visibles, et c'est à partir de là qu'on va plonger dans les enfers. Je trouvais ça plus rigolo, plus risqué, plus casse-gueule honnêtement, mais en même temps ça m'excitait plus que de dire dès la première page on est aux enfers et de faire une espèce de fable mythologique. Donc je savais que le point de départ serait le monde d'aujourd'hui. Alors finalement c'est les années 80, mais enfin c'est pas grave, c'est quand même Naples au XXe siècle, quoi. Donc après j'ai cherché la ville et je me disais qu'il fallait une ville. Toute la difficulté de l'écriture consiste, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je sais en quoi consiste la difficulté. La difficulté consiste à rendre crédible le glissement de ce premier univers urbain, moderne, au deuxième univers mythologique et lointain. Comment faire pour que le lecteur ne décroche pas en se disant ben, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Comment faire pour qu'il y croie et comment faire pour l'amener tout doucement à ça. Je pense qu'il faut procéder par glissements successifs. Et donc il fallait une ville qui opère déjà en elle-même un effacement des frontières et des contours. Alors il y en a beaucoup, je ne les connais pas toutes. Je pense que le livre aurait été possible à Beyrouth. Je pense que le livre, je parle de villes que je connais, je pense que le livre aurait été possible à Palerme. Le livre aurait peut-être été possible à Barcelone. Je connais moins Barcelone, mais peut-être. C'est-à-dire qu'il me fallait un espace urbain. En tout cas, à Naples, c'était sûr, parce que je connais bien Naples. Enfin bien, oui, assez bien Naples. Et ce que je ressens là, c'est que c'est une ville qui a ce charme fou de marier ce qui normalement est contraire. C'est-à-dire qu'à Naples, vous êtes à la fois dans le païen profond et le sacré tout le temps. Parce qu'il y a une église, un restaurant, parce que dans la croyance même, les gens sont à la limite du paganisme et en même temps profondément catholiques depuis longtemps. De la même manière, on est à la fois dans une ville où on peut être stupéfait face à la beauté d'une façade et puis le bâtiment d'à côté, il est non seulement moche, mais il n'est pas que moche, il est détruit, il est à l'abandon, il est couvert d'ordures. Donc cette espèce de tension permanente architecturale, elle m'intéressait aussi. Et c'est pareil avec la violence, c'est une ville très douce, très belle. Quand vous êtes sur la baie de Naples, si vous avez bien choisi votre restaurant, les pieds quasiment dans l'eau, et qu'il est 18h du soir au mois d'août, je vous assure que c'est un moment d'une grande douceur. Et puis, il peut se passer en 3 secondes une scène de rue, une altercation ou quelque chose qui, tout d'un coup, vous fait sentir que la violence, elle n'est pas très loin. Simplement la lecture du journal local, avec les morts de la veille, donc c'est une ville violente aussi et douce. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est une ville qui mélange beaucoup de choses et que ça me semblait être un bon cadre. Parce qu'il fallait qu'on soit dans un univers d'abord réel, avec le marché, avec la scène de la fusillade, tout ça est vrai, tout ça est documenté, c'est les bonnes rues, c'est bien là qu'il y a le clan Forcell, là c'est effectivement un clan mafieux qui se bat effectivement depuis des années avec ceux de la périphérie nord, donc tout ça est possible et crédible. Et puis c'est une ville où il me semble pas tout à fait impossible de poser qu'il y a un café au centre-ville où se réunissent des gens complètement bizarres et cassés, un travesti, un vieux curé. À Naples, je pense que ça pourrait être possible. À Marseille, c'est peut-être possible. Quel lien avez-vous avec vos lecteurs? Quel lien ai-je avec mes lecteurs? C'est une bonne question, là. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais c'est un lien étrange, le lien avec les lecteurs. Fondamentalement, je pense qu'ils me connaissent mieux que je ne les connais moi, parce que je ne les connais pas tous. Et en tout cas, eux, ils ont accès à une partie de moi qui est au cœur du bonhomme, ce qui n'est pas mon cas quand je les croise dans les salons ou dans les librairies. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est déséquilibré, mais c'est très bien que ce soit comme ça. C'est le principe même de la lecture. Si la question... J'aime bien, et ça prend une grande place concrètement dans ma vie, j'aime bien faire des
des rencontres en librairie, j'en fais beaucoup. J'en ai fait pour chaque roman, je fais des tournées, comme les éditeurs appellent ça. Et j'ai toujours fait ça, justement pour la raison que je donnais tout à l'heure. C'est les libraires qui m'ont découvert, qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, donc je continue à aller beaucoup en librairie, donc à rencontrer beaucoup les lecteurs à travers ça. Je préfère les librairies au salon, qui sont toujours des moments un peu plus impersonnels et donc voilà, je les rencontre là en fait essentiellement, et puis par le courrier, et puis par... Mais en revanche, je ne sais pas si ça faisait partie de la question, mais je n'ai jamais écrit pour tel ou tel lectorat. C'est une idée complètement... J'écris en pensant au lecteur, mais quand je dis le lecteur, c'est une forme protéiforme justement. Je ne sais même pas si c'est un homme, une femme, s'il a 80 ans ou 16, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de le savoir. Je n'ai jamais écrit pour un public, je ne crois pas beaucoup à cette idée-là. Donc j'écris pour le lecteur au sens où j'écris... Je pense qu'il y a une... C'est adressé à quelqu'un. Mais... Est-ce que c'est dur pour vous de vous relire De me relire pendant le travail, c'est horrible. Oui. Non, après. Après, je le fais pas, alors c'est assez réglé. Non, mais je veux dire après avoir fini d'écrire le livre. Après l'écriture du premier jet, vous voulez dire, quand il faut... ouais. Oui, c'est dur, oui. C'est très dur. Le travail se décompose en plusieurs phases et elles ne sont pas toutes d'un plaisir égal en ce qui me concerne. Moi, j'aime beaucoup la phase préliminaire où on rêve à l'histoire qu'on va construire, où elle est forcément géniale parce qu'elle n'est pas encore écrite, donc elle est parée de toutes les vertus. Ça, j'adore. Construire dans ce petit carnet les personnages, imaginer les noms, se dire tiens, il pourrait y avoir telle scène. Ce moment-là qui peut durer assez longtemps et qui est... En plus, j'ai pas du tout l'impression de travailler quand je fais ça. J'ai l'impression de laisser mon esprit et de m'amuser. Ça, j'adore. L'écriture du premier jet, une fois que j'ai construit un plan, c'est aussi un moment que j'aime beaucoup et qui est pour moi toujours un peu sous le signe de la fièvre. C'est-à-dire que j'aime bien me dire que l'écriture du premier jet va être... c'est un moment tendu, mais au bon sens du terme. J'essaie de faire en sorte que ça soit court. C'est-à-dire que le Soleil d'Escorta, où en un mois, j'ai écrit la totalité du livre. C'est pas du tout le livre que ça va devenir, mais en un mois, j'ai fait la totalité du parcours. Ce qui veut dire que ce mois-là, c'est vraiment du boulot intensif. J'écris tous les jours, tout le temps, et j'ai envie d'être dans cette effervescence-là et de ne pas lâcher le truc pour ne pas perdre l'énergie. Alors ça veut dire, parce qu'un mois, du coup, ça paraît très long. Hein. Au bout de 3 jours, on est bien fatigué. Et donc, mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup atteindre ce point de fatigue-là. Il est très important, en fait. J'écris sur la fatigue. En fait, je vais chercher la fatigue pour écrire. Je pense qu'au moment où on est fatigué, il y a des choses qui tombent et qui sont justement les choses qui embarrassent le plus l'écriture. C'est-à-dire le souci du lecteur, c'est-à-dire le souci de la politesse ou de la convenance, c'est-à-dire... Et à un moment donné, on est fatigué, vraiment très fatigué, parce qu'il est 3 heures du matin et qu'on a encore 5 pages à écrire, et ben on les écrit en allant droit au but, et moi j'aime bien cette chose-là. Donc c'est souvent un mois à la fois éprouvant, mais vraiment un grand plaisir. Et puis alors après, et j'en viens à votre question, il y a l'autre période qui est la plus longue et qui est la plus douloureuse en ce qui me concerne, c'est entre le moment où j'ai tapé le texte, parce que j'écris à la main, et le moment où j'ai tapé le texte, où je l'ai relu une première fois rapidement en me disant c'est formidable, ça ira très bien, et le moment où je l'envoie à l'éditeur, enfin non, une fois que l'éditeur l'a reçu, il se passe, là je parle d'expérience, il s'est toujours passé 6 à 8 mois où on fait des allers-retours et où on construit la version 2, la version 3, la version 4. Ça c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est horrible parce que c'est moins jouissif, parce qu'il n'y a plus le plaisir de voir les choses se dessiner, parce qu'à force de relire 5 fois le premier chapitre, puis 10 fois le premier chapitre, vous finissez par ne plus du tout avoir d'opinion sur le premier chapitre, à plus savoir s'il est bien, s'il est mieux que le suivant, on ne sait plus. Donc au bout d'un moment, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais en même temps, c'est la période que j'aime le moins, mais je commence, ça doit être l'âge, je commence à me dire et à comprendre que c'est la période dans laquelle le livre gagne le plus. C'est une période fondamentale, un peu aride, mais c'est là que le travail se fait en fait. Dans Ouragan, ou sûrement dans d'autres, pourquoi est-ce que vous avez choisi que les personnages parlent soit à la première personne, soit à la troisième personne du singulier, mais selon les personnages?
Ah ben, c'est une question que je me suis posée à un moment donné dans le livre. Je savais qu'il y allait avoir plusieurs personnages, 5, 6, ou je ne savais pas trop combien. Et au bout d'un moment, je les ai définis. Donc j'avais ma Joséphine, j'avais Quinu, j'avais Rose. Et pour chacun d'entre eux, je me suis dit, bon, ben maintenant, je sais ce qui va leur arriver. Est-ce que je le raconte à la première personne du singulier ou est-ce que je le raconte d'un point de vue narratif ? Il y a des personnages pour lesquels c'était évident. Il était évident pour moi que Joséphine, fallait que je la fasse parler parce que c'est justement sa voix qui m'avait donné envie de l'écrire. Et en plus, quand j'ai eu trouvé cette espèce de manière qu'elle a et qui revient, moi, Joséphine Ling Stilson, négresse depuis presque 100 ans, quand j'ai trouvé ça, ce petit morceau-là, je me suis dit, bon ben voilà, là je l'ai, je sais comment elle va être. Donc elle, c'était forcément à la première personne. Inversement, en ce qui concerne le couple d'amants, c'était le contraire. Ça aurait été très difficile de les faire parler parce qu'en fait, au début du livre, ils sont tous les deux, pour des raisons différentes, ils sont tous les deux dans un état de leur vie où ils sont empêchés, ils sont un peu à l'arrêt, ils sont tous les deux dans un mutisme assez profond. Je pense pas qu'ils aient grand-chose à dire au début du livre. Ils sont dans la douleur, ils sont dans une forme de reclusion un peu. En tant qu'Inu, je le vois pas parler. Il est dans sa petite chambre crasseuse du motel du Texas. Il a rien à dire. Il est en train de se battre avec des forces sourdes dont il ne sait pas s'il va les vaincre ou être terrassé. Donc, il pouvait pas parler. C'était pas possible. Et puis en plus, je savais que leur histoire à eux, ça allait être quand même l'histoire de leur retrouvailles, de leur. Je savais qu'il allait y avoir une scène concrètement de baiser, une scène éventuellement d'étreinte. Je savais qu'il y avait une histoire avec les corps qui se retrouvent. C'est plus facile de décrire ça à la troisième personne. Encore que c'est monstrueux à décrire à la troisième personne, parce que la langue française est terrible. Une scène d'amour en français à écrire, c'est vraiment très dur, je vous assure. Très très dur. Parce qu'en fait, quand on dit... En anglais, il n'y a pas ce problème-là. C'est le pronom possessif qui est terrifiant. Une fois que vous avez décrit et que vous commencez à dire que les corps se rapprochent et vous parlez de sa jambe qui prend son bras, alors on ne sait plus la jambe de qui c'est, vous avez un espèce d'animal à 4 pieds, et alors on n'y comprend plus rien. Donc c'est vraiment très dur. Je pense qu'en anglais c'est plus calé parce que les pronoms possessifs sont déjà sexués, donc on sait au moins à qui appartiennent les membres et c'est plus facile. Oui. Bonsoir. Je vous ai écouté parler de perte, de transmission aussi, du passage du bonheur au malheur. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous fait rire, qu'est-ce qui vous fait sourire. Enfin, je ne vous poserai pas cette question si vous n'aviez pas évoqué votre envie d'explorer toute la gamme des sentiments. Mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça aussi dans vos livres ? Pourquoi est-ce qu'il y a... Parce que c'est beaucoup plus dur pour moi à mettre dans les livres. J'ai essayé de... Je vous ai parlé des petits paris que je me fixe à moi-même avant chaque livre. Pour Le Soleil d'Escorta, je m'étais dit, tu vas faire un roman lumineux et joyeux et serein sur l'Italie et ton amour de cette terre-là, et ce sera tranquille. Et j'ai pas réussi parce qu'il y a encore des coups de fusil, et des gens qui souffrent et qui pleurent. Mais c'est le maximum de ce que je puisse faire. C'est-à-dire qu'au moins il y a du soleil et il fait beau et les gens sont quand même parfois heureux, ou en tout cas ils se disent qu'ils le sont et ils y croient. Pour être honnête, j'ai essayé parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui, je crois, est assez volontiers de ce côté-là, du côté du rire, du côté du bonheur. Moi, je suis assez heureux. Donc, je me suis posé la question que vous me posez. Je dis, pourquoi c'est pas plus présent dans ce que j'écris ? Donc, j'ai essayé de faire une comédie au théâtre et c'était monstrueux. C'était nul, vraiment nul. C'est très très dur. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui y arrivent, mais faire rire avec des mots, c'est vraiment dur. Donc cette expérience-là n'a pas été très heureuse. J'ai pas réussi. J'étais pas très content de moi. Et après, il est peut-être là l'angle mort dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le bonhomme que je suis dans la vie ne corresponde pas tout à fait au bonhomme qui se dégage des livres. Les livres après livres, de ce qui peut se dégager d'un bonhomme, c'est pas très grave, je crois que c'est toujours comme ça au fond. Ça ne se recoupe pas pleinement. Il y aura des zones de ma vie qui ne seront pas dans l'écriture, il y a des zones de l'écriture qui ne sont pas très présentes dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je mens quand je les écris, ou ça ne veut pas dire qu'il y a... C'est juste comme ça, c'est que le recoupement n'est pas total. J'aimerais savoir quel rapport vous entretenez avec vos personnages. Enfin, est-ce que, par exemple, vous pourriez tomber amoureux d'un de vos personnages ou le haïr ? Ou alors est-ce qu'ils sont assez distants et ça reste des êtres de papier ?
je crois, je vais vous répondre, je pourrais jamais haïr un de mes personnages. Jamais. Vraiment. Et pourtant, Dieu sait que dans mes textes, il y en a des pas piqués des hannetons et qui sont vraiment pas gentils. Mais je crois profondément que l'honnêteté de l'écriture, c'est qu'à un moment donné, il faut être avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on soutient tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils disent, mais ça veut dire que pour l'écrire, j'ai pas envie d'écrire sur le dos d'un personnage. J'ai pas envie d'écrire un personnage en le tenant du bout des doigts et en disant oh, regardez comme il est laid, comme il est sale, comme il est dégueulasse. Je crois que l'honnêteté de l'écriture, c'est à un moment donné, on est avec le personnage, on doit essayer de le laisser se développer tel qu'il est, et donc de s'exprimer, donc de prendre toute la place qu'il doit prendre. Si c'est un monstre, eh ben que ce soit un monstre. Si c'est un salopard, que ce soit un salopard. Après, ma réponse à moi en tant qu'auteur, pour ne pas faire l'éloge de la monstruosité ou tout ça, c'est la structure. C'est de dire tel personnage, il s'est exprimé, il est vraiment violent, terrifiant, etc. Et c'est un mauvais garçon. Pour que le lecteur ne pense pas une seule seconde que je fasse l'éloge de ce comportement-là, je décide ce que j'en fais de ce bonhomme-là. Alors je vais le mettre en échec, ou je vais le tuer, ou je sais pas. C'est la structure qui répond à ça, je pense. Il n'y a rien de pire qu'une pièce où vous sentez, je crois, que l'auteur vous dit au-dessus de son personnage, voilà ce qu'il faut penser d'un tel. Ça, j'aime pas. La grande leçon pour ça, je dis ça avec humilité parce que je ne me compare pas, mais c'est Richard III dont on parlait. Si Shakespeare n'avait pas... Ce qui est beau dans Richard III, c'est que Richard III est fascinant. Et que ce trouble-là nous interroge et nous inquiète. Ça ne veut pas dire que que Shakespeare nous dit regardez, comportez-vous tous comme des Richard III parce que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. La structure de la pièce le dément. Mais au moment où il parle, Shakespeare a eu le génie et l'intelligence de le laisser parler avec tout le charisme dont il est capable. Ça, c'est troublant. Ça, c'est beau. Et c'est pareil avec Néron dans Britannicus, c'est pareil avec tous les grands monstres dont on parlait. C'est ces moments-là qui sont beaux. Donc moi, mes personnages, j'ai jamais les haïr, jamais. Ensuite, les aimer. Il y en a que j'aime bien au moment où je les écris. Je vous ai parlé de Joséphine, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé écrire. Une fois que le livre est terminé, il me hante plus. Et il y a juste un personnage qui m'a suffisamment hanté pour... C'est arrivé deux ou trois fois. En fait, si, ça arrive quand même. De temps en temps, où un personnage... Mais c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est simplement que je l'écris. Et je crois en avoir terminé avec lui. Et puis le temps passe, les années passent et il remonte. Et je me dis, tiens, celui-là, il va falloir que j'en fasse encore quelque chose. Donc ça s'est passé avec Cri, où un des seuls personnages qui survivent à Cri, il s'appelle Quentin Ripoll. Moi, je croyais en avoir fini avec Quentin Ripoll. Et ben non, Quentin Ripoll, il me trottait dans la tête. Et finalement, j'ai écrit une petite nouvelle qui s'appelle Le Colonel Barbac et qui est sur que fait Ripoll après la guerre 14-18. Et de la même manière, un de mes textes de théâtre qui s'appelle Le Tigre bleu de l'Euphrate est sur la figure d'Alexandre le Grand. Je croyais avoir terminé mon exploration d'Alexandre le Grand et en fait c'est un territoire, un personnage et un domaine si passionnant et si vaste que je crois que ça va faire l'objet d'un autre texte à venir. Oui. Donc voilà, il y a des personnages qui ont la peau dure. Bien. Est-ce que je peux faire un petit mot de conclusion? Un mot de conclusion. Juste un mot de Oui. conclusion. Je voulais vous dire, autorisez-moi ce petit mot et ne le prenez pas comme un... Je me l'autorise juste parce que j'ai été à la place où vous êtes avant vous et que donc, même si on ne se connaît pas, on partage un certain nombre de choses, ne serait-ce que ce lieu et je crois d'autres. Et en pensant à vous cet après-midi, en me disant je vais aller les rencontrer, tout ça, j'ai repensé à une chose dont je voulais vous parler, qui est cette expression de Pasolini quand il parle de la migliore gioventù, c'est-à-dire la meilleure jeunesse. Et je me suis dit, je vais leur parler de ça. Alors, ne me comprenez pas mal, je n'ai aucune envie de faire l'éloge de la performance et je ne vous invite pas à être les meilleurs d'un point de vue, je ne sais pas, social ou de la réussite. C'est des choses qui sont très éloignées de moi, j'espère que vous l'aurez compris. Mais je me suis dit que cette belle phrase qu'a eue Pasolini, que chacun a inventé, à définir, qu'est-ce que c'est que la migliore gioventù d'une société? Je pense que l'école alsacienne a cela de merveilleux qu'elle travaille à ça. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous avez juste l'impression d'aller à l'école avec tous les désagréments que ça a au lycée, mais je pense que
pour y être passée, c'est ça qu'elle dépose en nous, cette espèce d'exigence de nous à nous-mêmes, et uniquement de nous à nous-mêmes, d'accepter d'une part son propre désir, ce dont je parlais au tout début, c'est-à-dire que il n'y a pas de crime à ne pas avoir d'envie artistique. Tout le monde ne fera pas ça. Il n'y a pas de crime non plus à avoir envie, à essayer et à ne pas y arriver, parce que ça peut arriver aussi. Par contre, je crois qu'il y en a un quand même à avoir ce désir-là, à avoir les capacités de ce désir-là et à ne pas oser le faire. Ça serait le seul crime possible vis-à-vis de soi-même. Et je pense qu'un lieu comme l'école invite année après année, sans même que vous vous en rendiez compte peut-être, à oser cette liberté-là. Et je crois profondément que, pardon de cette digression grandiloquente, mais je me l'autorise si rarement que je le fais quand même, je crois profondément que la société d'aujourd'hui n'a pas besoin de gens serviles, elle a besoin de gens libres, et que des écoles qui construisent, construire est un mauvais mot, mais qui forment des gens libres, c'est infiniment précieux. Donc le seul devoir que vous devriez avoir vis-à-vis de vous-même, et qui est très difficile, je dis ça, ça a l'air d'être des grandes phrases faciles, mais oser la liberté, c'est très dur d'être libre. C'est très dur d'être libre de son temps. C'est très difficile parce que c'est, encore une fois, perclus de doute. C'est très difficile d'accepter un désir qu'on a en soi, qu'on sent, qu'on pressent, et de le laisser prendre de la place. Donc, faites-le parce que je pense que c'est cette jeunesse-là qui serait la meilleure et Gioventù. Voilà.